Ce matin, nous sommes avec Didier Dana. Bonjour Didier Dana. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de cet événement très attendu. On en parle énormément en ce moment. C'est le couronnement du roi Charles III. Couronnement, en fait, il faut que vous nous expliquiez, parce qu'il est déjà roi finalement. Enfin, c'était le prince Charles qui est devenu roi. Oui. Il faut que vous nous expliquiez. Alors, le prince Charles, on le connaît. On connaît l'homme. On l'a vu grandir, on l'a vu, il était au couronnement de sa propre mère en 53, il y a 70 ans. Il avait 4 ans et demi, il s'ennuyait fermement, il a failli s'endormir, même passer par-dessus d'espèces de petites balustrades sur lesquelles il était entouré et de sa grand-mère et de sa tante. On l'a vu grandir, on l'a vu devenir un jeune homme qui était timide, qui était porté sur les arts, qui est peintre, qui aime la philosophie, qui aime la littérature, qui a été le premier à aller à l'école de la famille royale, école publique, et qui ensuite a été le premier à faire des études universitaires. Et on l'a vu aussi dans sa vie amoureuse, puisque, on le sait, il a été marié à Diana, et il a fait 2 beaux enfants, William et Harry, et qu'il a, depuis le début, puisqu'il a rencontré Camilla, qui va devenir son épouse, sa seconde épouse, et qui va devenir, samedi, la reine consort, c'est-à-dire l'épouse du roi. Elle a été sa maîtresse, parce que, au fond, la véritable histoire d'amour, la grande histoire d'amour de la vie du prince Charles devenu roi Charles III, c'est Camilla, cette femme qui a été détestée à un moment donné, et qui aujourd'hui arrive et monte à ses côtés sur le trône. C'est une vraie symbolique, c'est une cérémonie, on le disait en préparant cette émission, qui est plus une cérémonie religieuse finalement. Tout à fait. Alors, si vous voulez, cette cérémonie, au fond, il est le garant et le défenseur de la foi. Et il est le serviteur de Dieu. À un moment donné, pendant la cérémonie, peut-être le moment le plus fort, on ne le verra pas, il sera derrière une tenture et il va être oint avec de l'huile. Donc, il va être oint, c'est les mains, la tête et la poitrine. Oui. Et c'est un moment sacré. Il est en communion à ce moment-là avec le Saint-Esprit, avec Dieu, avec le Très-Haut. Et si vous voulez, toute cette histoire, puisqu'on a commencé par qui était Charles, c'est de l'infiniment grand quand on pense que cet homme est en relation directe avec Dieu, et l'infiniment petit avec l'histoire de cet homme terre à terre, comme tous les hommes, avec les aléas de sa famille que tout le monde connaît, a lu et a suivi. Donc voilà, et il est le défenseur de la foi. Ce qui est intéressant avec Charles, c'est qu'il a toujours prôné l'œcuménisme, c'est-à-dire il veut rassembler les différentes religions, même s'il est le défenseur de la foi chrétienne avant tout. D'accord, chrétienne anglicane du coup ou pas du... Oui, absolument. Il est le patron de l'Église anglicane, qui est la religion d'État, si j'ose dire. C'est le roi, certes, mais est-ce qu'il a du pouvoir ? Non, c'est un pouvoir symbolique. Il a transmis son pouvoir au Parlement, en définitive. Autrefois, le roi avait du pouvoir. Il régnait sur ces sujets. Et quand on disait qu'il était en relation avec Dieu, c'était pour faire un peu peur au peuple, qui du coup le vénérait. Mais il avait des territoires, il avait de l'argent et il avait des sujets. Aujourd'hui, il fait partie du dispositif, je dirais, d'État. On est dans une monarchie constitutionnelle, mais il n'est pas simplement une marionnette. C'est un chef d'État qui reçoit chaque semaine le Premier ministre et qui échange avec lui. Alors, il a 3 fonctions. Celui d'être informé. Tout ce qui se passe au niveau gouvernemental, il le sait en temps et en heure, en direct. Il encourage et il met en garde. Ça, ce sont les 3 piliers principaux de ses activités. Et par ailleurs, l'activité principale de la famille royale, c'est tout ce qui est caritatif. En 1970, le prince Charles a eu la très bonne idée, il avait 22 ans, de créer le Princess Trust, qui a permis à environ 1 million de jeunes Britanniques de se former, s'il le fallait, lancer une entreprise, c'est-à-dire qu'ils venaient en aide à ceux qui en avaient besoin. Et c'est
au fond, il est à la tête de 400, à peu près 400 œuvres caritatives, et toute la famille, au fond, est là pour le caritatif, ce qui n'existe pas tellement chez nous, et c'est quelque chose qui est très important, dont on parle rarement en fait. Mais qui occupe la plupart de leur temps, hein, c'est ça, hein. Qui occupe quasiment tout leur temps, parce qu'ils sont tout le temps en train d'aller voir un tel, une telle, de récompenser, d'offrir, d'aider, etc. Au fond, c'est à cela que sert aujourd'hui, principalement vis-à-vis des sujets, c'est-à-dire des citoyens britanniques, la monarchie et cette famille assez particulière dont on découvre un peu la vie au fil des décennies. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Émission spéciale où nous parlons du roi Charles III et de son couronnement. Demain, enfin c'est pas que demain, hein, Didier Danas qui est avec nous va nous l'expliquer. C'est en fait c'est 3 jours de fête. Voilà. Mais avant ça, c'est très important. C'est vraiment très très important. Encore une fois, j'insiste sur l'aspect symbolique pour les Anglais. Cet événement est primordial. Absolument. Il faudrait pas. Nous, on a cette vision de continentaux. Hein, on est sur le continent, on ne comprend pas très bien ce qui se passe là-bas, on se dit mais c'est pas possible, nous on élit nos représentants, qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Et en définitive, pour eux, c'est un ciment, c'est un repère, c'est un symbole, c'est un moment de cohésion, c'est le God Save the King que les gens vont chanter, et c'est une façon de retrouver la ferveur de tout un peuple, à un moment clé de l'histoire. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'Europe est en guerre. Et les Britanniques, ils sont présents dans ce combat de la défense de l'Ukraine contre Poutine et son armée. Ce qui nous emmène directement sur la liste des invités, parce qu'il y aura du beau monde hein, durant ces 3 jours et cette cérémonie. Hein. Alors, il y aura des représentants des différentes religions, il y aura des chefs d'État. Alain Berset, notre président, sera présent. Et il y aura aussi des personnalités du show business. La délégation australienne comptera parmi ses représentants le chanteur Nick Cave, par exemple, qui a dit qu'il n'était pas monarchiste, qu'il n'était pas républicain, mais qu'il avait une véritable fascination pour la famille royale. Il y aura Stella McCartney, il y aura Rowan Atkinson, qu'on connaît sous le nom de Mr Bean, et d'autres personnalités qui seront là et qui vont faire plaisir. Les Beckham, évidemment, qui sont de toutes les festivités de la famille royale, que ce soit les mariages de Harry et Meghan, que ce soit les obsèques de la reine Elisabeth, ils sont là à chaque fois. Ouais. Et les gens du peuple aussi. Et les gens du peuple, c'est-à-dire que cette cérémonie essaye d'être exemplaire parce qu'elle est faite dans la symbolique que vous expliquiez, qu'on expliquait tout à l'heure, de petits symboles. L'écologie très présente, les religions, les minorités, le peuple. Tout le monde est associé, c'est pas un entre-soi des puissants. Les méritants, les gens qui ont bien travaillé, les places sont limitées. Il y avait 8000 invités pour la reine Elisabeth en 1953, il y en aura 2300 à peu près samedi. Donc voilà, celui qui est invité, il a vraiment tiré le golden ticket parce que c'est une occasion incroyable. Ça faisait 70 ans qu'il n'y avait pas eu de couronnement. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Merci Didier Danas d'être avec nous. Vous êtes un spécialiste de ce sujet dont on parle ce matin. On parle du couronnement du roi Charles III. Ce week-end, on l'a dit avant, c'est 3 jours de fête. Une cérémonie qui aura lieu demain samedi. Et alors, vous, en tant que passionné, j'imagine que vous allez vous n'avez pas perdu une miette de cet événement, j'imagine. Voilà, une miette de la quiche, voilà, que tout le monde prépare en Angleterre et
en Grande-Bretagne et va manger à cette occasion. Non, effectivement, c'est aussi un travail d'observation. Comment les gens vont se comporter, les principaux intéressés, évidemment, c'est-à-dire le roi Charles III, et la reine Camilla, et penser peut-être à parmi les membres de la famille, va-t-on apercevoir Harry qui vient tout seul, Harry qui a écrit ce livre qui a tant fait parler, qui raconte les blessures qu'il a vécues, sa vie, dans cette famille si particulière où vous êtes au fond amené à embrasser votre destin. Si vous êtes amené à devenir un jour reine ou roi, c'est très bien, mais si vous êtes le deuxième, le suppléant, la pièce de rechange, quel est votre destin ? Et il y a plein de questions qui se posent, il les soulève toutes, et il a dit à un moment donné, moi je préfère quitter la famille. Donc vous avez ce qu'on appelle les working royals, ceux qui travaillent pour la famille Windsor, pour la couronne, qu'on appelle aussi la firme, qui est une sorte d'entreprise familiale. Et vous avez ceux qui, soit parce qu'ils ont fauté, comme le prince Andrew, qui a été banni, qui a été un peu mis de côté maintenant, qu'on ne veut plus voir parce qu'il a fait des choses qui ne sont vraiment pas avouables, ou Harry, qui est parti de son plein gré en disant « Moi, je ne veux pas étouffer dans cette famille, je ne m'y sens pas à l'aise. » Il a des traumatismes, des blessures intérieures, mais il sera là pour son père. Donc, les liens père-fils, le lien n'est pas rompu. Contrairement à ce qu'on a pu entendre ou lire, il y a quand même là quelque chose de très fort qui les unit. Oui. Vous l'avez lu, son fameux livre ? Absolument, j'ai lu Le Suppléant, qui fait 550 pages, que je recommande parce que c'est un livre qui va au-delà de la caricature qu'on en a faite. Alors on a sorti évidemment les extraits un peu croustillants, mais on les a décontextualisés, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi il parle de telle chose ou de telle autre. Et quand on lit l'ensemble, le bouquin, c'est quelque chose de très intéressant, de très touchant, et il a enfreint une règle sacro-sainte, c'est-à-dire que la famille royale ou les membres de cette famille, c'est never explain, never complain. On n'explique pas, on ne donne pas d'explication et on ne se plaint pas. Or, il explique et il se plaint en disant que derrière les portes fermées, behind closed doors, tout le monde explique et tout le monde se plaint. Et c'est comme si dans une famille de prestigitateurs, vous aviez tout d'un coup un fils qui commençait à dévoiler les trucs de la famille. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe derrière la symbolique ? Quand on parlait du très haut et du très bas, une fois qu'on revient aux choses les plus terre-à-terre, il se passe ce qui se passe dans toutes les familles, des antagonismes, des jalousies. On voit que William n'est pas un ange, en tout cas ce qu'en dit Harry, et qu'il y a une espèce de jalousie entre eux, fraternelle certes, mais il y a quelque chose qui est cassé pour l'instant, et je pense qu'il faudra du temps pour que ces deux frères puissent se rabibocher. J'espère qu'ils le feront avant que William monte sur le trône, puisqu'il est appelé à succéder à Charles III, qui sera couronné samedi. Que dire de l'opinion publique aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez comme retour ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport ? Alors, il y a eu des sondages concernant la monarchie. En septembre 2022, 63% des Britanniques qui ont été interrogés étaient en faveur de la monarchie. Évidemment que si vous interrogez les mêmes pour leur dire « Mais qui va payer ce couronnement dont on ne connaît pas le prix, mais on sait qu'il devrait être le double du prix de celui qu'a coûté en 53 celui de la reine Elisabeth, on était à 50 millions de pounds d'aujourd'hui. On serait à peu près à 100 millions et plus pour des raisons de sécurité notamment, mais c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, et je pense que l'opinion publique, celle qui a été interrogée, les derniers sondages sont plutôt favorables. Il y a une tradition, il y a une envie de fêter, d'oublier un peu cette réalité difficile, la crise économique, la guerre, la crise climatique. Tout ça est un peu anxiogène, alors on a envie de retrouver les fastes d'antan, mais il va falloir passer à la caisse. Chaque Britannique paye l'équivalent chaque année de 2,70 francs par tête d'habitant, comme
impôt qui est versé en partie, tout ou partie, à la famille royale et à son fonctionnement, laquelle se paye à travers, au fond, un système qui permet de faire en sorte que tous les bénéfices que fait la famille royale soient gérés par le gouvernement et reversés par le gouvernement lui-même. C'est quand même quelque chose qui ascende aux alentours de 170 millions par année. Donc voilà, je dirais un budget de fonctionnement assez confortable malgré tout. En effet. C'est un week-end historique que nous allons vivre. Absolument, parce que ça fait 70 ans que nous n'avons pas vu de couronnement dans ce pays où la monarchie est spectaculaire. Et il y a à travers ce spectacle qu'on va nous donner à voir, véritablement quelque chose qui tient d'un grand exercice de communication. La famille royale, les Windsor, sont derrière chacune des images que vous voyez, qui est distillée sur Instagram, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, etc. Ils s'y sont mis, ils sont très au point. On a vu le jubilé de la reine, souvenez-vous, cette grande fête, avec ce passage extraordinaire où la reine rencontrait l'ours Paddington et prenait le thé avec lui. Les derniers instants de la reine, les obsèques de la reine. Tout ça était un grand exercice de communication et je sais que la famille royale censure tout ce qui ne lui plaît pas et ne laisse avoir que ce qu'elle veut bien montrer. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure concernant Harry, il a dévoilé ce qui se passe derrière les portes fermées, notamment de Buckingham et de la famille royale. C'est ce qui dérange. Voilà, c'est ça qui a dérangé. Ça lui a permis de vendre beaucoup de livres et de faire beaucoup d'argent. Très bien. Merci beaucoup Didier Danas. Le moment immanquable, c'est évidemment la cérémonie. Ça sera samedi vers 11h, 11h30. Alors ça commence vers 11h. Les invités arrivent. Une fois que tout le monde est à l'intérieur, le carrosse amenant Charles et Camilla arrive aussi. Il s'installe, il y aura beaucoup de musique, il y aura de la liturgie, je crois qu'il y aura même du gospel, sauf erreur. La cérémonie va se dérouler, elle sera plus courte que celle de sa propre mère. Il y a cette onction dont on parlait tout à l'heure, et il y a le couronnement. On va poser sur la tête du roi la fameuse couronne en or massif qui fait 2,56 kilos, qui est très lourde. Donc il va la porter un moment, et puis ensuite, quand il va quitter les lieux, il va changer de couronne, histoire de repartir, de saluer le bon peuple, avec une couronne un petit peu plus légère. Et il raconte dans une interview qu'il se souvenait de sa mère qui s'entraînait à la maison. Lorsqu'on donnait le bain au petit Charles, il voyait sa maman porter la couronne à la maison pour s'habituer au poids de ce bijou qui vaut son pesant d'or. Si c'est le cas de dire, effectivement. Voilà. Ça s'est passé ce matin dans le 6-9 de Morax. Comme promis ce matin sur Canal+ Suisse, programme en clair, nous nous connectons avec Stéphane Bern. Bonjour Stéphane Bern. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. Alors là, vous vous apprêtez à passer un week-end, on va dire, exceptionnel, pour ne pas dire historique. Oui, absolument. Je n'étais pas là il y a 70 ans pour le couronnement de la reine Elisabeth. Et donc, je ne pense pas être là dans 70 ans pour le prochain, si le roi Charles III reste sur le trône si longtemps. Donc, je pense que vraiment, je ne vais pas bouder mon plaisir parce que ces couronnements ont lieu que très rarement, évidemment. C'est une cérémonie pleine de rituels qui plonge dans l'histoire, extrêmement codifiée. Et pour autant, le roi Charles III a apporté énormément d'innovations et s'est mis au diapason de la société britannique qui a changé en 70 ans, on peut le deviner. Une cérémonie multiculturelle, multiraciale, multiethnique, multireligieuse, lui qui a toujours prôné le dialogue interreligieux. Donc on va pouvoir s'en rendre compte pendant la cérémonie. Une cérémonie qui a une symbolique très importante, on peut le dire. Oui, parce que vous savez, qu'est-ce qu'être un roi ? Et un roi couronné comme en Angleterre, c'est avant tout affaire de symboles, symbolé du grec qui rassemble,
le roi est une figure symbolique, il n'a pas de pouvoir politique, il a un magistère moral, c'est un pouvoir symbolique, et donc on va voir tous ces symboles qui vont se dérouler sous nos yeux. Chaque geste va compter tout au long de la cérémonie. Ça va commencer avec la proclamation, avec la présentation, avec l'onction, évidemment, puisqu'il va recevoir l'onction à l'abri des regards par l'archevêque de Canterbury, qui va transformer un roi profane en un personnage sacré. C'est un moment en quelque sorte une figure mystique, une transfiguration mystique. Et puis il y a également le couronnement proprement dit, avec la couronne de Saint-Édouard pour lui, et puis la couronne de la reine Mary pour la reine Camilla. Si vous aviez devant vous maintenant Charles III pour l'interviewer, qu'est-ce que vous lui poseriez comme question là maintenant? La question qui m'intéresse, c'est comment, quand vous attendez toute votre vie, c'est-à-dire 70 ans de vie, pour exercer le métier pour lequel vous avez été préparé, et que psychologiquement, eh bien, vous devenez ce pourquoi vous avez été programmé, qu'à la mort de votre père ou de votre mère, en l'occurrence sa mère, qu'est-ce qu'on ressent ce qu'on ressent est immense, surtout que, voyez-vous, voilà un homme qui monte sur le trône, qui est couronné à 74 ans, l'âge où vous et moi, on aimerait bien prendre notre retraite. En effet, effectivement. Alors, ce week-end, ça va être un week-end très chargé pour vous, puisque vous allez commenter ces festivités, justement, et nous faire vivre en direct cet événement qui dure, en fait, 3 jours, en réalité. Oui, il y a le couronnement proprement dit, samedi, ce samedi. Et puis ensuite, il y a le big lunch, évidemment, du dimanche, qui pose quelques questions, parce qu'évidemment, le roi a choisi une tarte ou une quiche, qu'on appelle ici quiche Lorraine, et parce qu'évidemment, les gens se battent, ils trouvent que c'est pas du tout britannique, une quiche aux épinards et aux pois. Mais il y aura aussi le concert au château de Windsor avec un certain nombre de stars, dont Ed Sheeran et beaucoup d'autres qui vont se produire. Et puis le lundi, traditionnellement, eh bien, on donne une journée de congé aux Britanniques pour continuer à célébrer l'événement. Donc oui, c'est 3 jours de fête. 3 jours de fête pour une cérémonie moins coûteuse que ne l'avait été le couronnement de la reine Elisabeth. Mais c'est vrai qu'il y a tous les chefs d'État du monde qui seront présents, donc ça va coûter un peu d'argent quand même, mais c'est rien à côté de ce que ça va rapporter à l'économie britannique, parce que je peux vous dire qu'il n'y a plus une chambre d'hôtel de libre à Londres. Donc vous êtes en train de dire que c'est plus une opération commerciale qu'autre chose, c'est ça? Je ne dis pas que c'est une opération commerciale, je dis que c'est une opération de marketing formidable, c'est ce que les Anglais appellent du soft power. Quand vous réunissez ce qu'il n'avait jamais fait sa mère, il réunit plus d'une centaine de chefs d'État, c'est pour montrer que l'Angleterre, le Royaume-Uni, disons, va être au cœur des festivités pendant 3 jours, et malheur à ceux qui auront le tort de ne pas être présents, parce qu'évidemment les absents ont toujours tort, et d'ailleurs c'est ce qu'a très bien compris son fils Harry en attrapant le rameau d'olivier que son père lui a tendu et en assistant au couronnement de son père. Alors le passionné que vous êtes va passer un excellent week-end, j'imagine. Vous êtes très excité? Et comme je vous l'ai dit, si vous voulez, je n'en verrai peut-être pas d'autres dans ma vie. Alors je vais essayer de ne pas bouder mon plaisir pour ce couronnement du roi d'Angleterre. Voilà, donc oui, puis ce que j'aime, moi, c'est de partager avec le public et d'essayer de décrypter tous les signes, tous les rituels, tous les codes de ce qu'on va voir à l'écran. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Suisses qui sont à l'écoute et qui vous regardent là ce matin? Eh bien, je sais que mes compagnons helvétiques adorent aussi les histoires de royauté, sans doute parce qu'ils n'en ont jamais eu, et qu'ils vont suivre attentivement cette cérémonie. Donc je les invite à regarder, évidemment. Mais vous savez, le roi Charles III est un grand ami de la Suisse. Lui-même a passé beaucoup de vacances à Klosters, dans les Grisons, ou même dans la famille royale et aussi dans le Valais. Donc je crois que les Suisses connaissent la famille royale britannique et auront à cœur de regarder la cérémonie. Merci beaucoup Stéphane Bern. On vous souhaite un bon week-end, alors bien chargé, et on vous dit à très bientôt sur M Le Média. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Merci Stéphane Bern, merci.